sommet. Bonne journée à tous. Merci, Marie-Christine. Bon, je pense un plus que l'autre. Merci, Marie-Christine. Bonjour à toutes et tous, coué à toutes et tous dans la salle. Merci à vous toutes et tous d'être ici pour participer à ce sommet. Je tiens à le redire, je suis vraiment impressionné par la diversité des participantes et des participants qui sont réunis aujourd'hui, allant du monde universitaire, aux groupes environnementalistes, aux Premières Nations, aux industriels, à tous les acteurs de la forêt. Et donc, bravo tout le monde pour s'être réunis comme ça. On va se le dire, si on est tous là aujourd'hui, s'il y a un tel appétit pour engager un dialogue sur les enjeux forestiers, c'est bien parce que il y a un travail qui, visiblement, n'a pas été accompli de manière satisfaisante. Évidemment, tout le monde ici ne s'entend pas sur chacun des enjeux, ni non plus sur chacune des solutions. Mais la très vaste majorité d'entre nous partage quand même un même constat. Il nous faut un nouveau départ. Il faut le faire en écoutant les gens, en les écoutant pour de vrai. Ça fait des mois qu'on nous demande une révision en profondeur du régime forestier, et la mise sur pied d'une nouvelle stratégie industrielle, une stratégie qui est axée sur des emplois de qualité, qui fait preuve d'innovation et qui fait preuve d'audace. Il y a urgence d'agir, on le sait. Mais tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Donc, même s'il y a urgence d'agir, ça ne veut pas dire qu'on doit agir n'importe comment. Parce qu'avec son projet de loi, le gouvernement actuel a réussi un double exploit. Ne pas régler durablement les problèmes des approvisionnements, d'une part, et réussir à se mettre à dos un grand nombre de partenaires du milieu forestier, ou du moins à les laisser complètement dans le noir. Pourquoi en sommes-nous rendus là? Parce que le gouvernement a bâti sa réforme sur mesure par et pour un groupe restreint de voix, plutôt que de mettre ses orientations en jeu pour qu'on puisse les juger sur le fond et les rapprocher d'un équilibre. Il nous les a présentés avec une camisole de force en novembre dernier. L'idée était d'étouffer le débat, de limiter les réactions dans les médias. En quelque part, c'était brillant. Mais soyons clairs, tu ne peux pas faire une réforme sur un dossier aussi vaste et sensible que la forêt sans un véritable dialogue social sur ton plan de match. Livre vert, livre blanc, énoncé politique, appelle ça comme tu veux. Mais à un moment donné, il faut mettre des orientations au jeu. Le résultat, le gouvernement fonce vers une nouvelle crise. Et c'était totalement prévisible. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de passer d'une crise à l'autre. On est tanné des plasters. Notre rôle, c'est de défendre l'intérêt socio-économique de nos membres. Et ça passe par un vrai questionnement sur les solutions de rechange. Et il y en a des solutions de rechange. Mais ça va prendre de l'ambition, ça va prendre de la vision, une vraie volonté de bâtir des liens de confiance avec tous les partenaires. Avec ce sommet, on tente de faire la job que le gouvernement n'a pas faite. On met au jeu 9 propositions et on réunit les gens de tous les horizons pour en discuter. Est-ce qu'on a une position syndicale finale? Absolument pas. C'est une base de discussion pour trouver une voie de passage, ensemble, avec tous les partenaires. Je vous remercie encore d'être ici, de prendre part à ce moment très important pour nous. Bon sommet à toutes et à tous. Merci. Je ne sais pas, mais si tu parles dans lui, montre-le. OK, bon, on m'entend bien. Bonjour tout le monde. Nicolas Lapierre, syndicat des métallos. Donc, bonjour, Coué. Écoutez, on est ici parce qu'on a de l'espoir. Fondamentalement, là, c'est ça qui nous anime. Pour les travailleurs, pour les communautés allochtones, pour les communautés autochtones, pour les industriels, pour les différents utilisateurs de la forêt, on a tous de l'espoir. On a de l'espoir de vivre de la forêt, pas juste aujourd'hui, mais demain, mais aussi pour les prochaines générations. On veut pérenniser notre forêt et c'est ce qui devra nous animer aujourd'hui dans nos débats et nos échanges. On a de l'espoir. L'espoir, elle doit se concrétiser par contre, puis ça doit commencer aujourd'hui. On doit se doter d'un modèle forestier réaliste, conscient des changements climatiques,
conscient de la nécessité de protéger le caribou forestier et des différentes pressions exercées sur la forêt. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas nier ça, ces états de fait-là. On doit avoir un modèle où l'aménagement se fera de façon intelligente, résiliente, et pour assurer la pérennité de notre forêt. Ce modèle-là, il faut maximiser chaque arbre. Il faut de la transformation, de la deuxième, puis de la troisième. Peut-être pas la même dans toutes les régions du Québec. Elle devrait être adaptée, dépendant de la réalité géographique. Mais il faut la réfléchir différemment. Il faut diversifier les sous-produits du bois et il faut aussi de l'acceptabilité sociale. Ça, c'est fondamental et c'est ce qu'on ne sent pas actuellement. Il faut sortir du modèle où ce sont les méchants industriels puis les méchants travailleurs qui coupent la forêt puis ceux qui veulent protéger le caribou forestier. C'est pas ça. Il faut trouver une piste d'atterrissage pour tout le monde. La vie n'est pas blanche, n'est pas noire, c'est souvent gris. L'idée, ce n'est pas de bûcher du bois sans lendemain. On représente les travailleurs, on représente les citoyens qui, eux, forment des communautés puis qui sont inquiets de l'avenir de leur travail, de l'avenir de leur région, de l'avenir de leur ville puis de leur communauté. On a beaucoup de gens, puis ces gens-là sont au cœur de nos régions. Si le gouvernement du Québec était capable d'imaginer une filière batterie, il doit être capable d'imaginer une filière forestière. Ça doit être au cœur de notre développement économique. On doit avoir une politique industrielle fondamentale, ancrée et adaptée et modulée selon les régions. On ne peut pas continuer à opérer comme on le fait là. On le peut pour un court terme, moyen terme, mais inévitablement, on va frapper un mur un jour. Il y a quelque chose de très beau de vivre d'une ressource renouvelable, mais toujours est-il qu'il faut la garder renouvelable, notre ressource. Donc, on a une responsabilité commune, sociétale de le faire, mais on a une obligation morale de le faire. Ce sommet-là, on l'a organisé dans une logique de concertation. On tend la main en tous ceux, puis je suis convaincu que c'est votre cas ici, que vous avez la conviction qu'il y a une voie de passage qui existe. La conviction qu'on peut inventer, réinventer un régime forestier porteur d'avenir. Tout comme mon collègue d'Unifor l'a dit, Daniel, on est insatisfait, très déçu de la réforme. On est rendu là parce que Québec nous a peut-être convié à un sommet, mais on n'a pas été écoutés. On va faire le travail que le gouvernement, selon nous, n'a pas fait. Je suis fier du mouvement syndical aujourd'hui. Ça prouve encore qu'on est des acteurs sociaux, des acteurs de changement dans notre société. On connaît notre Québec, on connaît nos régions, on connaît les différents acteurs, on connaît les utilisateurs de la région, puis on doit écouter nos acteurs. S'il y a quelque chose que je peux nous souhaiter aujourd'hui, c'est de s'écouter aujourd'hui. J'ai espoir qu'on atterrisse sur une réforme qui doit être ambitieuse, avoir de la vision. On a une volonté de bâtir des liens avec les différents partenaires, puis je salue du fond du cœur les communautés autochtones. C'est dans cet esprit qu'on vous convie aujourd'hui à commencer nos travaux. Tchénashkemiton, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas et Daniel. Merci infiniment. C'est le moment de vous présenter notre premier invité pour la première conférence de la journée. Et nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Francis Véropol, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. M. Véropol. Bienvenue. Oui. Est-ce que je dois aller ou avec... Comme vous voulez. Voilà. Est-ce que je dois prendre lui ou celui-ci? Okay. Quoi tout le monde, bonjour. Bonjour à tous. Donc, comme mentionné, mon nom est Francis Véropol. Je suis nouvellement chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Très honoré, très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi une journée spéciale. Dans mes fonctions actuelles, c'est une première de façon formelle
d'un retour dans ma région natale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je suis très, très content d'être avec vous pour un sujet aussi important qui fait définitivement référence à nos cultures, à notre identité, à mon identité. Donc, avant de débuter, je voudrais bien sûr reconnaître la présence de certains dignitaires. Je ne vous nommerai pas toutes parce que j'en oublie tout le temps, mais députés, chefs, il y a des chefs également, chef de la Première Nation de Lac-Simon qui est avec nous, Lucien Wabanonic, ici présent, vice-chef Véro de Maastricht qui est également présent. Et s'il y a d'autres élus de nos communautés, bien, je vous salue. Il y a également des gens, des experts de nos différentes organisations, de nos communautés également qui sont présents. Et à vous tous et toutes, merci de nous accueillir. Merci de l'invitation. C'est extrêmement apprécié de venir partager quelques mots avec vous sur notre vision, sur notre posture, sur l'importance de la forêt. Vous le savez, je pense que vous nous avez entendus là, au cours notamment des dernières semaines. Donc, comme je le mentionnais, c'est un honneur pour moi de revenir. C'est toujours un honneur pour moi de revenir dans la région. J'ai eu des beaux passages, une région qui m'a accueilli à bras ouverts, avec laquelle j'ai tissé des liens extrêmement étroits avec plusieurs personnes. J'ai connu des gens extraordinaires. Donc, à chaque fois que je passe dans la région et j'ai la chance de le mentionner, bien je le fais en toute humilité parce que c'est vraiment un passage qui m'a marqué, qui m'a changé, qui a pu... vous m'avez permis de m'épanouir en tant que personne. Donc, merci à la région. Comme je mentionnais, donc, en février dernier, en fait, je suis devenu le chef de la PNQL, où est-ce que 43 chefs représentants de Québec et Labrador m'ont élu pour porter leur message, mais aussi pour défendre et protéger les intérêts collectifs et nos droits collectifs. Donc, c'est avec ce titre que je me présente aujourd'hui. Bien sûr que ma posture est un peu différente à celle que j'avais auparavant lorsque je me présentais dans la région, mais sachez que je suis toujours le même petit garçon avec les mêmes valeurs avec lesquelles vous m'avez connu. Lorsque je me suis décidé de me présenter à la PNQL, c'était très, disons, basic comme message, mais que je trouvais fondamental au niveau de ma vision, au niveau de mes objectifs. Je voulais continuer le renforcement de nos partenariats, de nos collaborations, autant au niveau de l'interne entre nous, les Premières Nations, d'en faire une force collective, mais également avec vous, avec les acteurs de la société civile. C'est extrêmement important avec les différents gouvernements également. Donc, c'est une mission que je me donne et vous le savez, je pense pour les gens qui me connaissent, ça a toujours été une optique dans laquelle je me suis agréablement présenté et je crois que ça apporte énormément de bénéfices d'avoir cette ouverture vers l'autre. Donc, c'est dans cette posture également que je suis ici ce matin. Donc, on est ici pour parler de l'avenir de nos forêts. On sait le contexte actuel fait en sorte qu'on a besoin de ces grandes discussions. Ces grandes discussions où est-ce qu'on est à l'écoute de l'autre, où est-ce qu'on a une ouverture vers l'autre, mais aussi un profond désir de changement. Pour plusieurs raisons, différentes raisons, les Premières Nations, on se doit d'être partie prenante de chaque étape. Et je pense que M. Lapierre, notamment, le faisait mention un petit peu plus tôt dans son ouverture. On a un lien indéfectible avec le territoire. On le vit encore. Nos gens vivent sur le territoire. On le fréquente. C'est nos cultures, c'est nos langues, c'est nos spiritualités. Puis moi, personnellement, c'est ce lien intrinsèque avec la forêt qui m'a permis de forger mon identité, d'avoir le parcours que j'ai pu avoir, puis être devant vous aujourd'hui à me présenter. C'est grâce à ce lien indéfectible avec la forêt, c'est notre territoire de ressourcement, c'est mon identité. Donc, c'est extrêmement important à comprendre et à partager comme vision.
Donc, encore une fois, la forêt, c'est bien sûr notre garde-manger, c'est notre pharmacie. Sans elle, sans sa biodiversité, sans ses arbres, sans ses plantes médicinales, sans ses animaux, on n'aurait pas pu survivre aussi longtemps pour ces temps immémoriaux. La forêt, c'est également, bien sûr, une salle de classe où est-ce qu'on transmet aux prochaines générations justement notre culture, nos identités, notre langue également. Notre langue est vraiment intrinsèque, est directement liée à cette forêt. Donc pour moi, personnellement, j'ai beaucoup fréquenté une forêt qui, notamment au nord de Girardville, la Rivière-Mistassini, pour les gens de la région, vous connaissez certainement. Mon grand-père est né en forêt, a vécu toute sa vie en forêt, a vécu de chasse et de pêche. Mon grand-père, mon mouchoum, ne lisait pas, ne savait pas compter, mais je peux vous dire qu'il avait un PhD, un doctorat au niveau de la forêt. Jamais j'aurais pu... malheureusement, il est parti avec ses connaissances, il nous les a transmises le plus possible, mais reste que c'est la génération, c'est notre génération, c'est aujourd'hui, c'est ce lien qui est aussi proche. Ça ne fait pas des milliers de générations. C'est fou de penser que mon grand-père vivait dans la forêt, puis 2 générations plus tard, moi, je me retrouve ici. Mais on a encore ces gens dans nos communautés qui vivent de ce mode de vie traditionnel. Vous connaissez également la précarité de la nourriture, de l'accessibilité à la nourriture pour les communautés éloignées, où est-ce que les prix sont exorbitants avec le nouveau contexte politique, le nouveau contexte économique. Donc, c'est des choses que l'on doit tenir en compte. Également, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de réconciliation. Je pense que c'est un terme qui vous avez tous et toutes déjà entendu. Où est-ce que, notamment, la réconciliation économique est en place depuis plusieurs années, plusieurs partenariats bénéfiques pour l'ensemble des acteurs, autant au niveau des Premières Nations que la société civile. C'est extrêmement important de continuer dans cette voie. Je pense que ça apporte beaucoup, beaucoup de bénéfices et c'est important de bâtir sur les expériences positives et les acquis des dernières années. Mais également, de l'autre côté, et dans le rôle que j'ai actuellement à la PNQL, j'entends en faire un cheval de bataille et une mission de travailler sur cette réconciliation législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, la réconciliation législative, je fais référence notamment à nos processus d'autodétermination en tant que Première Nation, à nos modes de gouvernance que l'on peut adopter à niveau même de nos communautés. Mais également, je fais référence à tous ces projets de loi qui ont des impacts sur nos droits, nos cultures, nos territoires, nos langues, où est-ce qu'on veut et doit jouer un rôle de premier plan pour avoir une influence réelle sur ces différents projets de loi. Donc, c'est définitivement un terme sur lequel je veux m'attarder dans les 3 prochaines années. Donc, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais une des choses que j'ai toujours mentionnées, c'est que j'arrive avec beaucoup d'espoir. J'espère un message positif, un message dans l'écoute, un message dans l'ouverture vers l'autre, comme je mentionnais. Donc, je suis extrêmement content et honoré de pouvoir entreprendre ce travail avec vous tous et toutes. Donc, le nouveau projet de loi, on en faisait mention, vient principalement faire une réforme du régime forestier. C'est également un dossier sur lequel on travaille actuellement et sur lequel, bien sûr, jusqu'à présent, nos attentes ne sont définitivement pas répondues. Encore une fois, l'aspect de nos droits n'est définitivement pas une option, mais en disant ceci, je le dis de façon bien sûr affirmative, mais encore une fois, j'entendais un petit peu plus tôt de trouver une piste d'atterrissage et c'est exactement ce que je veux qu'on trouver cet équilibre entre cette biodiversité, entre la protection de cette biodiversité, l'économie, les emplois, bien conscient là, des enjeux que ça peut apporter. Mais nous, notre message, c'est qu'on veut cet équilibre et pour le moment, on sent qu'il y a un réel déséquilibre dans ces 3 aspects. Et
par rapport au développement économique et le développement, je pense pas me tromper en mentionnant ceci. Nous avons même nos communautés, plusieurs entreprises qui travaillent au niveau de la forêt. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'économie. On n'est pas contre le développement, loin de là, mais de l'autre côté, encore une fois, c'est de trouver cet équilibre et de trouver cette voie de passage où est-ce qu'on a une réelle influence sur la façon d'équilibrer l'ensemble des choses. Je tiens à faire peut-être également, et je dis ceci en pensant également à un exemple concret. Je vais sortir un peu du cadre du régime forestier, mais sur laquelle c'est possible de le faire. Et c'est pourquoi j'ai autant d'espoir également. Récemment, avec Hydro-Québec, comme je mentionnais, je sors du cadre forestier, mais je parle de l'énergie, il y a eu un rapprochement réel. Parce qu'il y a eu une réelle volonté des 2 derniers PDG d'Hydro-Québec de s'attarder à cet aspect de réconciliation et de réellement faire des changements au niveau de leur système, de leurs engagements, autant envers, mais pour également les Premières Nations, mais pour l'ensemble de la société. Et récemment, on a travaillé, et j'y étais avec mon autre chapeau un petit peu plus tôt, que j'avais avant d'être chef de la PNQL. On a travaillé en étroite collaboration avec Hydro-Québec. Et vous connaissez, et je ne sais pas si vous le savez, mais le passé entre Hydro-Québec et les Premières Nations n'a pas été parfait, loin de là. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de méfiance également. Mais malgré tout, il y a eu ces engagements au cours des dernières années où est-ce qu'il y a eu un réel rapprochement, où est-ce que Hydro-Québec s'est engagé dans un processus de réconciliation économique, mais également où est-ce que, notamment, ils ont sorti un plan d'action sur la réconciliation, je crois, un petit peu avant les fêtes, l'automne dernier en fait. Et on a travaillé avec eux sur la coécriture de ce plan d'action et maintenant, on est rendu dans cette mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, vous voyez, il y avait un réel fossé. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de fossé entre Hydro-Québec et les Premières Nations, mais reste qu'il y avait un très, très grand fossé. On a réussi à se rapprocher, on travaille ensemble. Bien sûr, c'est pas parfait, mais il y a un engagement mutuel de chaque côté. Et pourquoi pas se baser sur des exemples comme celle-ci pour la suite des choses? Pourquoi pas le faire avec le régime forestier ou avec l'ensemble de la forêt? Moi, c'est le message que je veux lancer ce matin. Donc, encore une fois, je suis extrêmement content et merci de l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous. Et je veux terminer en mentionnant un dernier aspect où est-ce que, pour nous, c'est fondamental. Ça fait référence notamment à cette réconciliation, oui, économique, mais à la réconciliation législative que je partageais un petit peu plus tôt. Je fais référence ici à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. C'est un outil international qui a été adopté au niveau du gouvernement fédéral, qui présentement, il y a un plan d'action qui est à mettre en œuvre. Je pense qu'au niveau du Québec, on a un pas à faire en ce sens pour s'engager réellement dans cette Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. C'est un outil qui va permettre d'harmoniser, qui va permettre de mieux s'entendre, à défaut d'aller pratiquement systématiquement en cours pour combattre nos enjeux, on va pouvoir les régler en amont. D'aller en cours, vous le savez, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est long, puis c'est pas une façon réelle de bâtir des partenariats durables pour la suite des choses. Donc, je pouvais pas passer sous le silence le fait que cette dénue de DPA est extrêmement importante et ça devrait être la base de nos relations. Et je sais que, je suis pas certain qu'il y a des villes ici présentes, mais il y a eu plusieurs villes qui en ont fait l'adoption au cours des dernières années et je tiens à saluer leur courage de l'avoir fait et à toutes les autres villes et à tout le Québec, je nous encourage à aller vers cette voie également. Donc, en terminant, on a une réelle occasion de construire un renouveau. Comme je mentionnais depuis mon élection en février, je continue de mettre l'accent sur l'importance sur la réconciliation législative. Vous savez, un renouveau, ça ne veut pas dire simplement du changement. Ça fait également mention
à ce qu'on doit faire face réellement aux défis et aux défis existants et de reconnaître ces défis-là et de travailler pour faire tomber ces ces différents défis. Donc, je m'adresse à vous tous et toutes aujourd'hui en vous offrant des occasions de partenariat qui seront bénéfiques à nous tous et toutes. Nos chemins se croiseront à de multiples reprises dans nos parcours respectifs. Il est définitivement temps de saisir l'occasion pour assurer l'avenir des prochaines générations, qui d'ailleurs, je pense, rejoint exactement le thème d'aujourd'hui qui fait référence à proposition d'avenir. Donc, nous sommes prêts en tant que Première Nation à prendre notre place à l'avant-plan sur les sujets qui nous touchent directement, mais également à avoir ces différents partenariats avec vous tous et toutes. Donc, merci de l'opportunité, merci de votre écoute. Je serai également à l'écoute aujourd'hui. J'ai bien hâte d'avoir ces différentes discussions, ces partages aussi, ces partages de vision, bien sûr. Peut-être qu'on ne sera pas tous et toutes en accord, mais c'est correct et c'est de cette façon-là qu'on avance également. Donc, merci beaucoup tout le monde, Tineshko Mutnao, et je vous souhaite un excellent sommet. Miigwech Francis Véropol, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci à vous. Maintenant, deux acteurs du milieu syndical qui ont soif de progrès sur les enjeux forestiers. Alors, comment et pourquoi ce sommet est arrivé, est advenu? Alors, je les laisse vous guider à travers ça. Donc, j'invite le représentant syndical des métallos, Alexandre Fréchette, et Simon Lavigne aussi, qui est représentant national du service de recherche d'Unifor, à venir vous présenter pourquoi un sommet sur la forêt. Messieurs. Bonjour tout le monde. On va essayer d'être bref et d'être percutant. Merci d'être là aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir dans la salle avec nous. Écoutez, pourquoi un sommet sur la forêt? Bien, parce que la situation est devenue trop sérieuse pour continuer à faire comme si tout va bien. On a perdu 30 000 emplois en 25 ans. On gère de la décroissance et il n'y a toujours pas de plancher en vue. Et comme si c'était pas assez, bien, on rajoute à ça les enjeux du caribou, la saison des feux 2023, la hausse des coûts de production, la chute des prix sur le marché et une guerre commerciale qui semble ne plus en finir. Pourquoi un sommet sur la forêt? Bien, parce qu'on croit qu'une réforme globale est nécessaire. On en a parlé abondamment dans les premières présentations. Oui, la réforme de 2013 a représenté une avancée, mais une avancée aux nombreuses imperfections. Et aujourd'hui, bien, on croit qu'il faut plus que des ajustements techniques et surtout pas un retour en arrière. Il faut de la cohérence, il faut de la prévisibilité, du dialogue, de l'écoute, de l'ambition aussi. On a besoin d'un modèle repensé et on est tous d'accord qu'il y a urgence d'agir. Mais comme le dit Daniel, ça ne veut pas dire qu'on veut faire n'importe quoi. Pourquoi un sommet sur la forêt? Bien, parce que pour le dire franchement, ça fait trop longtemps que le lien de confiance est brisé. Depuis l'erreur boréale, il y a comme un stigmate autour de la forêt au Québec. Et s'il y en a qui pensent que ça va prendre une campagne marketing pour régler ça, bien, je pense qu'ils se trompent. Ça va prendre des changements qui sont un petit peu plus profonds. Il va falloir aussi oser nommer l'éléphant dans la pièce, à savoir la polarisation des discours sur les enjeux forestiers. Non, la forêt n'est pas morte. Et non, on ne mettra pas de cloche de verre sur la forêt. Oui, l'exploitation industrielle a des impacts réels sur la résilience des écosystèmes. Non, la ressource n'est pas infinie. Et non, toute contrainte n'est pas une attaque en règle comme contre les communautés forestières. Ce clivage stérile-là, il nous mène nulle part. Et on est condamné à trouver un juste milieu. Et c'est ce qu'on a voulu faire. C'est pour ça qu'on fait ce sommet-là. Et ce juste milieu-là, bien, il évolue à travers le temps. Celui de 1995, c'était plus le même en 2015 et il ne l'est déjà plus en 2025. Pourquoi un sommet sur la forêt? Bien, parce que les travailleurs ne veulent plus être que des passagers sur un navire qui coule. Le discours syndical, bien, il est en train de changer. On ne veut pas seulement constater les dégâts. On aimerait ça proposer des solutions. C'est ce qu'on entend faire. Et l'idée
répandu jusqu'à tout récemment qu'on peut parler aux employeurs et oublier les travailleurs parce que plus de bois égale plus de jobs, bien, ça ne tient plus, cette idée-là. On veut être des acteurs de changement, on veut un régime forestier, on veut une stratégie industrielle qui vont soutenir de bons emplois, mais des emplois durables, dignes et pour longtemps. Donc, après des années de déclin, on est prêt à essayer autre chose. Premier constat, une transition s'impose pour des emplois de qualité, pour la santé de nos écosystèmes, pour retisser des liens durables avec les partenaires du milieu et pour engager une véritable réconciliation avec les Premières Nations. Deuxième constat, et je termine là-dessus, bien, pour bâtir ce mouvement-là, il faut qu'on prenne le temps de se parler et ce sommet, c'est un point de départ. Puis sur ça, je cède la parole à mon collègue Alexandre, avec qui on a entamé une démarche qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci, Simon. Bonjour. Pour ma part, je vais vous raconter un petit peu le cheminement qui a mené à cette journée-là, là, au niveau syndical. Dans un premier temps, ce que Simon vient de dire, c'est que ce qui nous a... En fait, on a commencé à collaborer ensemble là, dans toute la foulée du dossier du caribou forestier. On s'était impliqués les deux organisations là-dedans. Il y a des gens qui parlaient en notre nom, qui osaient dire qu'ils parlaient pour les travailleurs, que c'était des politiciens ou des gens de l'industrie, puis ça nous déplaisait particulièrement. Fait qu'on s'est mis à jaser un peu, puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun, puis qu'aussi on faisait à peu près les mêmes étapes. On rencontrait les mêmes intervenants, donc on a décidé de collaborer. On a eu une super de belle manif à Saint-Félicien. On s'est rassemblés devant le Parlement pour dire que ça ne marchait pas. Ça en est suivi, dans le fond, la consultation sur l'avenir de la forêt qui a été lancée par la ministre, qui devait mener à la réforme du régime forestier. Première chose marquante, quand on a reçu les documents, aucun enjeu de travailleurs n'était soulevé là-dedans. C'était des enjeux d'industrie ou plutôt, on va dire, du côté de l'ingénierie forestière, des trucs comme ça. Ça nous avait d'abord marqué. On a participé, les 4 syndicats présents ici aujourd'hui ont déposé des mémoires, on a fait des représentations, on a bougé là-dedans. Par contre, ça en est suivi par la suite. La rencontre des partenaires, je pense qu'ils appelaient ça du secteur forestier à Québec. OK, à Québec. Dans le fond, qui venait faire la synthèse de ce qui avait été entendu dans les différentes commissions. À notre grande surprise, quand on a vu le rapport synthèse, encore une fois, aucun enjeu de travailleurs n'était réellement, on va dire, pris en charge ou enligné vers quelque chose qui aurait pu être constructif. Quand on parle des enjeux, on vous parle de la transition juste, on va revenir là-dessus. Mais ce qui nous autres, qui était notre guide, nous autres, là, l'idée en arrière de ça, c'est la durabilité de nos emplois, c'est la pérennité de nos emplois. Parce que si on n'adressait pas ces enjeux-là qui sont tous présents à peu près ici dans la salle, on n'a plus de job. Les communautés forestières vont fermer. Donc, c'était ça qui nous guidait en arrière de ça. Suite à ça, le gouvernement nous a convoqués à la fameuse rencontre secrète où il a fallu signer des ententes de confidentialité pour avoir accès à quoi? Des petits bouts d'informations sans vraiment volet technique. C'était embryonnaire et encore une fois, rien sur la transition du modèle économique, rien réellement sur la transition juste. Là, ce coup-là, ça nous a passé directement au travers de la gorge. Ce qui nous a amené les 4 organisations à dire là, il faut vraiment élaborer une plateforme de revendication conjointe. Les 4 syndicats représentent en passant l'ensemble des travailleurs syndiqués de l'industrie forestière. On s'est dit, on va se faire un plan de match. Donc là, d'un coup, qu'on décide ça, on entreprend ce qu'on appelle la ronde de l'air, excusez l'expression. C'est que là, on a du côté syndical beaucoup d'expertise dans certains niveaux, mais on avait besoin d'aller chercher de l'expertise dans différents d'autres niveaux, que ce soit au niveau de l'ingénierie, dans toutes les différentes sphères là-dessus. Ça fait que là, on a rencontré différents intervenants qui, dans le fond, nous ont fait part un petit peu de côtés qu'on ne connaît pas, puis c'était vraiment diversifié. On a rencontré des gens qui provenaient des universités. On a rencontré des représentants des communautés autochtones. On s'est présenté à eux comme étant « on n'a pas la solution globale ». Mais je pense qu'ils ont peut-être ressenti une volonté réelle de comprendre les enjeux. Ensuite, on a rencontré les groupes environnementaux. Au départ, on a fait un pas vers eux. Il y a différents groupes environnementaux.
on a compris, et ils ont compris aussi qu'il fallait trouver une zone de travail où on était les deux parties confortables. Donc, on a fait ça. Bref, on a fait un tour général du jardin. Puis, ce qui nous a frappé là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés à faire cette démarche-là. C'était vraiment de dire, vous avez une position, les syndicats, qui est différente de beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire qu'on n'est pas 100% pour l'industrie, mais on n'est pas 100% contre. Fait qu'on a une position on cherche l'équilibre là-dedans. Et puis, c'est ce qui nous a guidés. Donc, on s'est entouré aussi d'un comité, on va dire, d'experts, de sages ou aviseurs pour nous renforcer, pour nous faire cheminer sur les éléments qu'on connaissait moins. Puis je vous salue d'ailleurs parce que la plupart sont dans la salle, puis votre apport a été vraiment très apprécié à ce niveau-là. Donc, en terminant, OK, d'un coup qu'on a fait ça, ce qui est élaboré, la plateforme que vous avez reçue, c'est simplement, dans le fond, c'est une base de discussion. On veut se parler. On pense que c'est une plateforme pour mettre des idées en jeu. On pense qu'il y a probablement une voie de passage à faire pour concilier l'ensemble des considérations qui devront être prises par le gouvernement. C'est concret puis c'est robuste techniquement. Ce n'est pas des idées flyées qu'on s'est parlé nous autres ensemble à se dire on pourrait faire ça. On a du monde qui ont supporté ça, qui nous ont aidés là-dedans. En fait, vous l'avez entendu plus tard, on est en train de faire la job que le gouvernement n'a pas fait. C'est important, puis c'est ce qui aurait dû être fait, puis tenir compte aussi des enjeux. Pas juste dire, je t'ai consulté, tu devrais être content, j'ai entendu ce que tu m'as dit. On veut des actions qui suivent ça. Donc, le projet de loi actuel va aller en commission parlementaire, peu importe ce qui adviendra de ça. Cet enjeu-là n'arrêtera pas là. Puis de penser que la réforme vers un régime forestier qui ne tiendra pas compte des enjeux, entre autres des travailleurs, c'est complètement illusoire. Donc, je vous dirais qu'en terminant, on croit vraiment que plus qu'on se parle, plus qu'on a de chances de se comprendre entre nous autres. Puis quand on va s'être compris, c'est clair qu'on va être capable d'avancer. Et puis, je vous remercie et je vous souhaite un excellent sommet. C'est bon, merci. Merci Alexandre Fréchette et Simon Lavigne, donc syndicat des métallos et syndicat Unifor. Merci beaucoup, messieurs. Le chef Francis Véropol, tout à l'heure, nous parlait de son grand-père qui connaissait très bien la forêt, qui avait une grande connaissance. Et maintenant, notre prochain invité, lui aussi, a réfléchi activement à la forêt et depuis plusieurs décennies, il a été le doyen d'une faculté de foresterie, de géographie, de géomatique de l'Université Laval de 2008 à 2016 et récemment vice-recteur exécutif de l'Université Laval. Donc, il vous propose un bref état des lieux et je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Robert Beauregard pour la conférence État des lieux. Faut que je parle là-dedans. Oui, bonjour à tout le monde. Bon matin. Vous savez, moi, je suis un prof, puis normalement, je suis formaté pour parler en bloc de 50 minutes. Puis là, ils m'ont donné 15 minutes. Puis le 15 minutes devrait être fini dans 1 minute parce qu'on a pris un peu de retard. Fait que ça va être un défi pour moi, mais je vais essayer de respecter un 15 minutes. Je voudrais saluer, moi aussi, tous les gens qui sont dans la salle, les élus, les représentants, les chefs, les leaders syndicaux. Je voudrais souligner que je trouve votre démarche courageuse et surtout très structurante pour la société du Québec. Ce n'est pas souvent qu'on a vu des démarches en intersyndicales comme ça, qui regroupent les travailleurs syndiqués de tous les syndicats, toutes les centrales, toutes les formations syndicales, dans un même but, puis qui essaient de s'allier avec d'autres mondes de la société pour trouver des voies de passage. J'ai beaucoup aimé cette idée de voie de passage. C'est quelque chose qui me parle beaucoup à moi. Donc, faire l'état des lieux, comme je suis un prof, c'est une déformation que j'ai, je vais remonter dans le temps. Il y a 25 000 ans, le territoire ici était recouvert d'une couche de glace de plus qu'1 kilomètre d'épais. Et puis, le fondu. Et puis, il y a 12 à 20 000 ans,
les premiers peuples sont arrivés puis ont commencé à vivre dans ce territoire à mesure que la glace fondait puis que les forêts s'installaient. Ici, c'est un territoire Innu. Puis à l'ouest, c'est un territoire Atikamekw. Le territoire, c'était, puis c'est toujours pour les gens des premiers peuples, une partie intégrante de leur identité, de leur mode de vie. Puis il faut respecter ça. Puis on a un grand défi de réconciliation avec eux. Moi, à l'Université Laval, j'ai entrepris une démarche de réconciliation, puis on s'est fait aider par des gens, notamment Alexandre Bacon, que vous connaissez, puis Michel Audette, qu'on a demandé de nous accompagner, de nous aider dans cette démarche. Puis Michel, comme j'étais vieux, puis que j'étais la personne impliquée dans ça, puis qu'elle trouvait que j'avais des petits-enfants, puis que j'étais sage, elle m'a baptisé Moucha. Mais je pense que c'est une chose dont on n'est pas rendu au bout, puis qu'il faut qu'on fasse. Puis l'atelier 4 aujourd'hui va s'attaquer à réfléchir là-dessus, comment on peut regarder ça ensemble. Mais il y a des choses qui ont été dites par Francis tantôt qui sont des pistes très intéressantes. Donc, à un moment donné, les Français sont arrivés en Nouvelle-France, puis après ça, les Anglais dans le Bas-Canada. Puis pour eux, couper du bois, c'est une façon de faire de la terre pour donner aux colons. Donc, il n'y avait pas trop d'enjeu de comment on coupe. Puis, d'abord qu'on coupait le plus possible pour donner à des colons. Ça faisait la job du régime français et du régime anglais au tout début. En 1850, là, les Anglais ont décidé, dans le Bas-Canada, que les forêts demeuraient publiques. Le territoire de la couronne, les terres de la couronne. Puis on utilise encore ce mot-là aujourd'hui, terres de la couronne. Puis ça, c'est un choix qui a été fait en 1850 que l'essentiel, le plus grand, 90% des forêts, allaient demeurer des terres de la couronne. Ce n'est pas le choix que les Américains ont fait. Les Américains ont continué de coloniser, défricher, puis donner des terres forestières. Ils ont gardé quelques forêts publiques, mais la majorité des forêts aux États-Unis est privée. Puis ici, est publique. Puis ça, c'est une différence. Dans le conflit canado-américain du bois d'œuvre, c'est un des fondements de la chicane, parce que les Américains disent, bien, vous subventionnez l'industrie parce que c'est une terre publique. Ils n'ont pas assumé les coûts de l'achat de la terre, du capital, tout ça. Donc, mais c'est une décision qui a été prise en 1850. Puis à l'époque, ils ont décidé de recueillir des redevances, des droits de coupe sur la coupe de bois. Puis c'était le principal revenu de l'État au 19e siècle. Il n'y avait pas de taxe sur le revenu à cette époque-là. Donc, les droits de coupe, c'était ça qui servait à payer les fonctions de l'État. Puis, autour de 1910, l'industrie des pâtes et papiers est née, grosso modo, de façon industrielle, bien, autour de 1900, 1890, 1900. Le long de la rivière Hudson, dans l'État de New York, les Américains ont bâti des usines de pâtes et papier. Puis, il y a des entreprises au Québec qui sont mis à couper de la pitoune pour alimenter ces usines-là. Puis, autour de 1910, le gouvernement de Laumagouin, libéral, avait décidé qu'il fallait interdire l'exportation de bois non transformé. Et ça a été le début de l'industrie des pâtes et papiers au Québec. S'il n'y avait pas eu cette loi-là du gouvernement, bien, on couperait du bois puis on chipperait encore à l'étranger. Ce que le BC fait encore. Le BC n'a pas de loi pour interdire l'exportation de bois non transformé. Bien, il ship des bio en Asie, puis ça suscite la controverse. Fait que, il y a des choses qu'on fait qui datent d'il y a longtemps, mais qui ont été structurantes pour notre industrie, pour bâtir une industrie, puis une société. On est devenu le plus grand producteur au monde de papier journal, le Québec. Puis c'est basé beaucoup sur cette loi-là, autour de 1910. Puis, bon, on a roulé sur un régime de concession forestière. À cette époque-là, le gouvernement a déterminé des limites, puis donnait à des industriels qui coupaient le bois. Quand on a bâti des usines de pâte et papier, ça coûtait cher bâtir ça. Fait qu'en échange, le gouvernement donnait des limites aux compagnies. Puis là, il y avait le droit de couper là-dedans en échange de payer des redevances. Mais c'était à eux, pour couper, presque à perpétuité. C'était des baux à long terme, très long terme. Fait qu'il y a plusieurs entreprises qui ont investi en aménagement forestier à cette époque-là parce qu'il y avait le droit de couper là-dessus à très, très long terme. En 1972, il y a Kevin Drummond, qui est un autre ministre libéral, qui a décidé que c'était à l'État de prendre en charge l'aménagement forestier. Ça ne devrait plus être l'industrie. Parce qu'il y avait eu beaucoup de débats à savoir est-ce que c'est correct d'administrer un bien public par des entreprises privées puis que les profits aillent
à des entrepreneurs privés, alors que c'est un bien qui appartient à la société. Donc, en 1972, il a dit c'est l'État qui va le faire. En 1976, le PQ a pris le pouvoir. Yves Bérubé, assez rapidement, il a décidé que ça coûtait bien trop cher, cette affaire-là. L'aménagement forestier, construire les chemins, il a arrêté ça. Par contre, il a imposé une nouvelle règle qui était que tout le bois, avant d'aller dans une papeterie, devrait passer par une scierie. Puis ça a amené un développement spectaculaire de l'industrie du sciage. Tu sais, c'est là, il y avait des industries du sciage bien avant, puis avant les pâtes et papiers, mais pour des besoins locaux, puis pour certaines exportations, pour faire des bateaux anglais ou français, mais quand l'industrie des pâtes et papiers est arrivée, il y avait beaucoup moins de sciage, puis les scieurs avaient de la difficulté à avoir accès à ressources. Fait que là, ils ont décidé, le bois, avant d'aller pour faire du papier, devrait passer par une scierie. Ça a eu un effet très structurant sur le développement de l'industrie du sciage. Mais on était dans un flou du régime forestier parce que Drummond avait décidé que c'est l'État qui l'aménageait, puis Bérubé a décidé que c'était plus l'État, mais là, c'était personne. Puis ça a été personne jusqu'en 1986, où Albert Côté, un autre ministre libéral cette fois-ci, a donné à l'industrie le droit d'aménager les forêts dans le cadre du régime qu'on a appelé des CAF, les contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier. Puis dans le cadre des CAF, l'exigence imposée à l'entreprise après coupe, c'était l'obligation de remise en production par reboisement si nécessaire à l'aide d'une subvention sylvicole qui s'appliquait sous forme de crédit applicable et limité à la valeur des redevances sur la coupe de bois. Ça veut dire qu'ils pouvaient se faire payer des traitements pré-commerciaux, du reboisement par exemple, à même le droit de coupe, mais sans dépasser la valeur des droits de coupe. Fait que ça permettait, puis c'était ça la base du régime des CAF, qu'on coupe des forêts, mais on s'assure de les remettre en production après. On protège la régénération préétablie autant que possible, mais si la régénération n'est pas suffisante, on fait du reboisement. On a roulé là-dessus un bout, puis là, il y a eu l'erreur boréale, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Puis là, c'est revenu dans le débat public. Est-ce que ça se peut qu'un bien public soit géré par l'industrie? Et puis, en 2012, Nathalie Normando, ministre libérale, a redonné à l'État la responsabilité de l'aménagement forestier. Puis là, en 2025, Maïté Blanchette-Vézina, de la CAQ, nous propose un nouveau régime dans lequel elle va remettre à l'industrie en grande partie, à travers les licences d'aménagement forestier durable, des responsabilités, à tout le moins, d'aménagement opérationnel sur le terrain. Le ministère va garder la planification sur 10 ans, mais c'est l'industrie qui va reprendre l'aménagement. Dans la politique, la ministre, pour intensifier l'aménagement puis produire plus de bois, elle établit des zones d'aménagement forestier prioritaires. Elle établit des zones de conservation, des zones d'aménagement multiressources, puis des zones d'aménagement forestier prioritaires, des zones d'intensification. Puis elle dit que c'est là qu'on va produire plus de bois. Je vous lis des extraits parce que c'est important, mais la réalisation de toute activité ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d'aménagement forestier aux fins d'approvisionnement d'une usine de transformation du bois dans une zone d'aménagement forestier prioritaire est interdite. Sauf pour exploiter une érablière, une exploitation minière, la production ou le transport d'énergie ou pour des activités autochtones à des fins domestiques, rituelles ou sociales. Dans l'article 17.6, elle dit « Dans les zones d'aménagement forestier prioritaire, le gouvernement ou la ministre ne peut pas d'éliminer des écosystèmes exceptionnels, créer une aire protégée d'initiatives autochtones, d'utilité durable, une réserve de biodiversité, réserve écologique ou réserve selon la loi de la conservation du patrimoine naturel, ne peut pas mettre en réserve dans le but de constituer une nouvelle aire protégée selon la loi sur la conservation du patrimoine naturel, ne peut pas reconnaître un territoire en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, ne peut pas établir une ZEC, une réserve, un refuge faunique selon la loi de la conservation de la mise en valeur de la faune, ne peut pas dresser des plans d'habitat faunique en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ne peut pas dresser un plan d'un habitat d'une espèce floristique en vertu de la loi des espèces menacées.
Donc, c'est des zones où on a beaucoup plus de lousse pour couper du bois, faire de l'aménagement forestier, essentiellement. Puis, à travers les licences d'aménagement forestier durable, c'est quoi le mécanisme qui va permettre à l'industrie d'intensifier l'aménagement? Bien, c'est exactement le même que dans le temps des CAF. On va exiger des entreprises, après coupe, l'obligation de remise en production par reboisement si nécessaire, à l'aide d'une subvention sylvicole, s'appliquant sous forme de crédit applicable et limité à la valeur des redevances sur la coupe de bois. C'est écrit tel quel dans la loi. C'est le même mécanisme que les CAF. On revient au régime des CAF. Il y a un monsieur qui s'appelait Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose puis de s'attendre à un résultat différent. » Ça fait longtemps qu'on applique ces régimes-là, puis on n'a pas été capable, dans ce cadre-là, de produire plus de bois de meilleure qualité, puis moi, je prédis que ça va faire la même chose. La commission Coulombe, en 2004, avait demandé au ministère des chiffres sur deux choses. Le diamètre moyen des tiges récoltées sur les 40 dernières années, puis la distance moyenne de transport du bois. Puis il avait observé que le diamètre moyen des tiges suivait une courbe descendante depuis 40 ans et plus, puis que la distance moyenne de coupe suivait une courbe en croissance. Quand le bois est de plus en plus petit puis de plus en plus loin, à un moment donné, c'est plus économique de le rentrer dans une usine puis le transformer. Il est plus économique, il n'y a plus de valeur économique. Puis pour moi, ce qu'on observe dans des fermetures d'usines, c'est une des causes, c'est que le bois est rendu trop petit, trop loin, ou on ne le trouve plus. Le forestier en chef dit, il y a du bois en masse, trouvez-les, allez le couper. Mais sur le terrain, les forestiers, les entreprises disent, bien là, il est où le bois? Parce que souvent, il y a des tales résineuses enclavées dans beaucoup de feuillus pour lesquels il n'y a pas de débouché. Fait que, il y a des enjeux qui font que même si le forestier en chef dit, le bois est là, la possibilité est grosse, mais il y a un gap qui tend à grandir entre la possibilité de coupe et la récolte. Parce que le bois, il est plus économique à aller chercher. Puis moi, je crains, si on maintient cette tendance-là encore, puis moi, j'avais redemandé en 2013-14, le gouvernement m'avait demandé de faire une étude sur la production de bois au Québec. J'avais fait une consultation dans toutes les villes et les régions. Puis j'avais demandé à nouveau les chiffres au ministère, puis la tendance continuait. Le diamètre baissait, puis la distance de transport continuait à monter. Si ça continue encore, pour moi, ça mène à un effondrement de l'industrie forestière. On ne peut pas continuer dans le même contexte de générer une marge quand le bois est de plus en plus petit, de plus en plus loin. On a fait beaucoup d'améliorations technologiques, ce qui est super, puis je suis fier de ça, mais à un moment donné, il y a une limite. Puis pour moi, c'est parce qu'on n'a pas réussi, dans notre aménagement forestier, à créer de la valeur, à faire pousser des arbres mieux et plus, de meilleure qualité, de plus grande valeur. Pour moi, dans le système, je ne suis pas le seul à faire ce constat-là, il manque un acteur qui est des sociétés d'aménagement, un nouvel acteur qui pourrait faire non seulement la planification, mais les opérations sur le terrain de façon intégrée et produire de la richesse à partir de la forêt. Puis pas produire juste du bois, aménager pour toutes les ressources, toutes les fonctions, tous les acteurs de la forêt. C'est possible. Ça se fait ailleurs dans le monde. Puis ça se fait même ici. Pour moi, un des exemples qui fait ça, c'est Solifort. Je pense qu'André Gravel est dans la salle. Il va intervenir aujourd'hui. Bien, Solifort, c'est la propriété du Fonds de solidarité de la FTQ. Puis ça aménage des grandes forêts privées en réalisant des travaux sylvicoles, puis en donnant accès aux chasseurs, pêcheurs, villégiateurs, en protégeant la biodiversité. Ils vendent du bois de qualité, de valeur aux entreprises forestières. Ils s'intéressent à la valeur des produits qui sortent de leur forêt. Puis le bois constitue cependant que la moitié de leur revenu. Le reste vient d'autres activités, incluant la vente de crédits de carbone. Donc, on peut aménager la forêt de façon viable pour produire plus et mieux du bois de qualité, puis alimenter les usines à long terme, mais il faut changer la formule. Pour moi, dans ces sociétés d'aménagement forestier, M. Francis Véropol, tantôt, parlait d'Hydro-Québec qui avait amorcé une démarche de réconciliation. Si Hydro-Québec est capable de s'associer avec les communautés autochtones puis avec les MRC pour développer des champs d'éoliennes, pourquoi on ne pourrait pas utiliser un modèle similaire en aménagement forestier? Pourquoi on ne pourrait pas
avoir un modèle d'aménagement forestier qui implique les communautés et qui est capable de produire plus de bois de meilleure qualité à un coût raisonnable, mais tout en poursuivant aussi d'autres objectifs parce que c'est possible. En même temps qu'on ferait ça, c'est clair qu'à court terme, la quantité de bois va pas augmenter tout de suite. Et puis, la réforme de la ministre, ce qu'elle va faire, c'est donner une bouffée d'oxygène dans des braises d'un feu. Ça va faire un pouf. Ça va permettre à l'industrie d'être plus compétitive, de baisser le coût de récolte, ce qui est une bonne chose. On a besoin de ça. L'industrie a besoin d'être compétitive. Mais on va accélérer la tendance dans laquelle on est. C'est ce que j'ai dit récemment. Ça va nous permettre de rentrer dans le mur, mais plus vite. On n'aménagera pas plus les forêts en faisant ça. Il faut un mécanisme en place pour aménager les forêts. Puis donc, en attendant de faire ça, on a besoin d'une politique industrielle aussi, à court terme. Il va falloir apprendre à créer plus de jobs, plus de richesses à partir de moins de bois. Ça donne qu'en ce moment, on a une chicane avec les Américains, ce qui n'est pas une bonne chose, ce que je ne souhaite pas, mais ça nous oblige à réfléchir à où on envoie notre bois puis à la diversification des marchés. Puis on sait qu'au Québec, puis partout au Canada, il y a une pénurie de logements, pénurie de construction. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une stratégie de construction préfabriquée. Moi, je pense qu'il faut investir là-dedans. Il y a une pénurie de logements, mais aussi d'infrastructures, beaucoup d'infrastructures publiques vieillissantes. Mais on a besoin de construire beaucoup. Mais la construction préfabriquée, pour moi, c'est une voie qui permet de créer plus de jobs à partir de moins de bois. On a besoin aussi d'investissements ciblés dans la transformation de la fibre, dans les bioraffinages, biomatériaux, usines de pâte, pour désenclaver des peuplements résineux qui sont entourés de feuillus. Il faut trouver des débouchés pour des feuillus que j'appellerais les bois mal aimés, parce que sans ça, on ne passera pas à travers à court terme. On a besoin de bois dans la transition du climat. Tu sais, le premier ministre dit qu'il faut produire 2 fois plus d'énergie pour faire la transition pour le climat. Mais on a besoin de bois parce que mettre en œuvre du bois plutôt que du béton, il y a des gens qui ont été dans le béton, ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Puis ça consomme beaucoup moins d'énergie. Puis là, l'énergie va devenir très rare. Tout le monde court après les blocs d'énergie. Bien, du bois, ça ne prend presque pas d'énergie à mettre en œuvre dans la construction. Bien, il faut promouvoir le bois dans la construction parce que ça prend peu d'énergie, ça émet peu de gaz à effet de serre, puis ça stocke du carbone en plus, ça a beaucoup de bénéfices. Et donc, moi, je pense qu'il faut en faire plus et mieux, mais pour ça, il faut aménager. Donc, on a des grands défis. Aujourd'hui, on va parler de stratégie industrielle, fait que vous pourrez m'entendre plus avec d'autres intervenants parler de ça cet après-midi. On va parler aussi d'aménagement, de société. On va parler de toutes ces choses-là. Merci d'être là pour parler de tout ça. C'est des enjeux importants. Il faut trouver la voie de passage. Il faut relever le défi ensemble. Chénish Koumiten, merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Robert Beauregard, vice-recteur exécutif à l'Université Laval, professeur aussi. Merci énormément. Bon, mettre mes lunettes. J'ai une vilaine habitude de toujours enlever mes lunettes. Vous savez, vous avez vu dans votre programme qu'il y aura 4 panels de discussion. C'est maintenant le moment du premier panel de discussion qui constitue le cœur de notre journée d'échange. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir bien sûr intervenir. Je vais vous expliquer brièvement comment ça va fonctionner, tout ça. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter les propositions. Monsieur Beauregard vous a parlé de propositions tout à l'heure. Donc, on va vous présenter les propositions contenues dans la plateforme qui sont en lien directement avec le thème du panel. Et par la suite, il y aura une discussion d'une quarantaine de minutes qui va suivre notre panel d'experts. Vous pourrez prendre la parole en utilisant les micros que vous voyez ici au centre pour échanger avec les panélistes pour environ une vingtaine de minutes. Donc, environ 1 heure pour la prochaine activité. Et pour venir vous présenter les propositions, alors j'invite M. Marc Maltais, qui est conseiller régional de la FTQ pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chappais,
Et c'est le premier thème qui porte sur l'aménagement, la sylviculture et les écosystèmes. À vous. Merci beaucoup, Marie-Christine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il va falloir, parce que vous allez voir, le deuxième pilier, il est très costaud. D'ailleurs, j'ai bien hâte d'entendre notre panel d'experts venir nous parler justement de ces propositions-là. Je vais y aller, je vais mettre fin au préambule tout de suite, puis allons-y avec la proposition 3 qui se lit comme suit. D'ailleurs, ils sont au tableau, vous les voyez. Donc, déployer un effort sylvicole soutenu et cohérent avec des objectifs d'aménagement clairement définis. Parce qu'il faut que les efforts sylvicoles soient réfléchis en fonction des objectifs clairement énoncés. Dans cet effort, nous allons chercher à diversifier les moyens sylvicoles en évitant des solutions à taille unique. Un petit peu, excusez l'expression en anglais, le one size fit all, ça ne marche pas effectivement parce que la situation au Québec est très différente d'une région à l'autre. On va notamment en explorant des potentiels de mise en valeur du bois sous-utilisés, ce qui aura pour effet d'augmenter la matière ligneuse. En fait, c'est ce qu'on espère évidemment. Toujours dans le pilier 2, on a la proposition 4 qui dit, elle, freiner l'appauvrissement des forêts et restaurer la valeur de l'offre de bois. Celle-ci indique que la valeur du bois, vous le savez, fasse partie intégrante des décisions d'aménagement. À l'évidence, la rentabilité et la robustesse des entreprises forestières dépendent beaucoup de la valeur du bois qui leur est offert. Donc, au cours des dernières décennies, on s'en est rendu compte, cette valeur-là ne cessait de diminuer. Puis le problème n'est pas uniquement dans une entreprise ou une seule région, c'est généralisé. Nous proposons ici de réaliser un diagnostic des problèmes d'appauvrissement de la forêt dans les différentes régions du Québec et surtout d'ajuster les pratiques forestières en fonction de celles-ci. Nos panélistes aborderont ensuite la proposition 5, qui est toujours affichée, qui est maintenir la biodiversité pour une forêt résiliente face au changement climatique. On sait tous que les changements climatiques exercent une pression constante et très forte sur la forêt. Donc, à l'évidence, la biodiversité demeure notre meilleure garantie pour la résilience. On a parlé beaucoup d'avenir, du futur. Donc, la résilience, c'est un objectif qu'on doit tous viser. L'appauvrissement écologique des forêts conduit inexorablement à l'appauvrissement économique et social des communautés, toutes les communautés. Nous pensons qu'il est urgent de mettre un terme à la controverse entourant le caribou forestier. On doit considérer cette espèce comme un indicateur de l'état de la santé de la forêt boréale. En plus des conséquences écologiques et sociales, la disparition de cette espèce emblématique ne peut que nuire à la réputation de la foresterie québécoise chez nos clients, ici au Québec et à l'extérieur aussi. Donc, en terminant, je vous amènerai à la proposition 6 qui dit « Contribuer activement à une mise en valeur diversifiée de toutes les ressources du milieu forestier ». Bon, on doit constater que la richesse des forêts va bien au-delà que de la seule production du bois. Ce n'est pas tout ce qu'on fait. Une foresterie durable repose notamment sur sa capacité à reconnaître les acteurs du milieu et leur contribution à la création d'une richesse collective diversifiée. Une telle approche permet non seulement d'assurer l'acceptabilité des pratiques forestières, mais également d'en promouvoir les avantages multiples. Inclure la mise en valeur diversifier de tout le potentiel forestier dans les changements d'aménagement du territoire sera, sans oublier de mettre en place des conditions visant à augmenter la synergie des actions entre les différents acteurs du milieu. Donc, je vous remercie beaucoup. Chinish Kimitnao. Merci, M. Maltais. Et donc, pour ce panel, nous allons accueillir ici plusieurs personnes avec qui vous allez avoir la chance de discuter. Donc, tout d'abord, M. Jean-Pierre Jeté, un expert indépendant doté d'une longue feuille de route au ministère des Forêts. Bienvenue, M. Jeté. Madame Geneviève Labrec, directrice corporative foresterie et communauté chez Chantier Chibougamau. Alors, Madame Labrec, Madame Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, et Monsieur Fabien Simard, directeur général de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, donc Monsieur Simard. Et c'est Simon que vous avez rencontré tout à l'heure, Simon Lavigne d'Unifor, qui sera responsable de la modération des échanges. Alors, Simon, je te laisse. Merci, Marie-Christine. On a des micros excellents. Premier panel, gros sujet, gros pilier. Vous avez vu les propositions, il y a beaucoup de matière là-dedans.
On a essayé de réunir, puis c'était pas facile, il fallait faire des choix, on ne peut pas faire un panel à 20 personnes non plus. Mais on a vraiment ici, je pense, quand même une diversité de points de vue intéressante. Puis c'est ce qu'on voulait mettre au jeu par ce panel-là. Écoutez, je vais y aller là, droit au but, en fait. Puis on parle beaucoup de la question de l'effort sylvicole. Et je veux vous entendre, en fait, c'est quoi les gestes, selon vous, qu'on doit poser pour améliorer l'effort sylvicole afin de soutenir la filière bois de manière durable? Peut-être que je commencerai par toi, Fabien. Comment tu vois ça? Je sais que tu en as long à dire. Je vais essayer d'avoir une conversation où on va passer d'un à l'autre, mais Fabien, là, je voulais te lancer ce ballon-là. Ah, je vais être bref. Arrêtez d'en parler puis le faire. Ça fait 30 ans que je suis sorti de l'université, puis là, on nous enseignait important d'aménager. Je ne sais pas combien il y a eu de rencontres, excusez-moi. Puis c'est important. Mais les bottines n'ont jamais suivi les bottines. Les bottines n'ont jamais suivi les bobines dans le sens qu'on ne l'a jamais fait. Si on veut se faire une vraie stratégie d'aménagement, on va arrêter de le dire, puis on va se mettre des cibles. Les cibles mesurables, quantifiables, qu'on va être capable d'atteindre dans le temps. Et là, on va voir le bout de chemin qu'on a fait. C'est la seule façon. Oui, c'est ça. On peut-tu monter juste le son un tout petit peu du micro, s'il vous plaît? Excusez? OK, excusez-moi. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut arrêter d'en parler puis passer à l'action. On a besoin de cibles très mesurables et quantifiables sur un étapiste de 5, 10, 15, 20 ans, puis on va se rendre. Et il faut également, puis M. Beauregard tape souvent sur ce clou-là, pas seulement en volume, mais surtout en qualité. Ceux qui sont allés chez Rona, là, ça coûte moins cher coller 3 2x4 qu'acheter le 2x6. Parce qu'on est juste capable de faire du 2x4, on n'est plus capable d'en faire 2x6. Le diamètre moyen est en décroissance. Fait que moi, la seule chose que je dis, c'est que nos leaders doivent dire des cibles et on se fera évaluer aux 5 ans où ce qu'on en est rendu, où on vivra avec les conséquences, de dire on se fera remettre sur le nez où ce qu'on est rendu, si on travaille bien ou on travaille mal. Mais il faut arrêter d'en parler et de passer à l'action. Merci, Fabien. Geneviève, je te voyais réagir fortement à ce que Fabien... La première phrase que Fabien a prononcée, je pense que je te cède la parole. Toi, comment tu vois ça? Bien, je suis d'accord avec Fabien aussi que arrêtons d'en parler, puis dotons-nous d'objectifs, justement, au niveau gouvernemental et pas nécessairement juste l'industrie aussi, parce que M. Beauregard, il a fait le survol des étapes de changement dans les différents régimes. Puis on a vécu les deux, où l'industrie était responsable d'exécuter les travaux. Après ça, c'est revenu au gouvernement. Là, on veut redonner des tâches. Bon, il faut qu'il y ait un bon partage de responsabilités, mais il faut une réelle volonté d'investir dans notre filière forestière. Le matériau bois est un matériau critique autant que les minéraux critiques. Donc, pourquoi pas y attribuer là, un budget adéquat pour mettre en œuvre un volet là, d'amélioration, d'intensification de la production de bois. Moi aussi, c'est ce que je déplore un peu dans ma carrière. J'ai sorti de l'école, on apprenait les concepts de zonage, différentes choses qu'on va parler aujourd'hui. Mais il y avait toujours le volet de prévoir des zones à rendement accru pour équilibrer avec les superficies en conservation. On en a parlé beaucoup. Il y a des territoires de forêts privées, tout ça, qui n'ont pas été nécessairement, qui sont encore en friche, tout ça. Puis on a perdu un 30 ans. Là. Si on avait déjà travaillé fort sur ces superficies-là, peut-être qu'aujourd'hui, on serait plus proche de notre 30 % d'air protégé, puis qu'on aurait déjà des peuplements prêts à être récoltés à ce moment-là. Puis je voudrais juste ajouter une deuxième petite chose. On parle beaucoup de diamètre, de diminution. Tantôt, on va parler un petit peu d'appauvrissement des forêts, mais je veux que vous sachiez, dans certains endroits en Abitibi, on est en train de récolter les éclaircies qu'on a préparées par le passé. Puis quand on regarde les volumes bord de route, des fois, c'est surprenant. On a autant de volumes, des piles de bois, toutes bien placées, qu'on est capable d'extraire la même quantité de mètres cubes qu'un peuplement là, en coupe totale, par exemple. Donc, ça, c'est un signe que c'est possible quand par endroit, il y a eu des bonnes initiatives sylvicoles qui ont été mises en place. Il faut juste les reproduire un petit peu plus à grande échelle là, pour les bons sites appropriés aussi. Merci, Geneviève. Jean-Pierre, je te voyais aussi vouloir parler là-dessus. Je sais que tu en as long à dire. On t'écoute. Bien, M. Lapierre, ce matin, parlait d'espoir. Quand on a de l'espoir, on a des rêves.
Puis je pense qu'on partage tous le même rêve. Tu sais, qu'on voudrait plus de bois, de bonne qualité. Mais à mon âge, on sait que quand on a des rêves, il faut faire un plan pour les réaliser. Il faut s'organiser. C'est la chose. Après le rêve, il faut s'organiser pour l'avoir. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on énonce clairement nos objectifs en termes de production de bois. C'est quoi les moyens qu'on veut mettre en œuvre? C'est quoi reconnaître qu'il y a des problèmes auxquels il faut qu'on s'adresse? Puis ensuite, il faut un cadre financier réaliste. Il ne faut pas qu'on se crée des illusions qu'on va pouvoir faire des choses qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire. Puis si on a un bon cadre financier, on va pouvoir faire des choix éclairés, puis on va pouvoir avancer concrètement dans cette chose-là. Si on poursuit des chimères, ben j'ai bien peur que ça va durer le temps d'une période préélectorale. Puis après, on passe à autre chose. Ce qu'on a de besoin, c'est un plan structuré, puis qui est là pour longtemps, et un plan qu'on va être capable de faire accepter par les partenaires. En premier lieu, les Premières Nations, mais aussi tous les autres partenaires, pour dire, ben voici ce qu'on veut faire, mais voici comment on veut le faire, puis comment on peut s'organiser pour s'entendre. Alors, ça, plus le cadre financier, c'est des choses qu'on n'a pas. Je trouve ça incompréhensible. Tout à fait. Puis du point de vue de Nature Québec, Alissane, un effort sylvicole qui correspond à vos attentes, c'est quoi? Comment tu le décrirais? Je sais que c'est une large question, mais... Oui. Mais en fait, déjà, Jean-Pierre le mentionne, tu sais, qu'en forêt, le temps ne se mesure pas en cycle électoral. Il faut avoir une vision à long terme. Et, veut pas, on vit dans une époque de grands changements. Puis, bien, évidemment, la crise climatique sera le grand changement que l'humanité va vivre. Tu sais, c'est pas parce que maintenant Trump est au pouvoir que les changements climatiques n'existent plus, là, par exemple. Là. C'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, au final, il faut penser dès aujourd'hui à comment nos forêts, on doit les rendre plus résilientes. Puis, par exemple, les feux de forêt de 2023, c'est juste le début. Là, c'est ce que le Québec va vivre en termes de feux de forêt, de sécheresse, qui vont affecter l'épidémie de tordeuses. Ça va être vraiment catastrophique. Donc, je veux pas... Merci. Alors, veut pas, les arbres qu'on plante aujourd'hui, il faut s'assurer qu'ils soient capables d'être résistants face à tous ces événements climatiques extrêmes-là dans 40, dans 50 ans. Sinon, on va les voir s'envoler en fumée, nos efforts sylvicoles. Donc, on doit s'assurer qu'on ne va pas rendre la forêt tout à fait artificielle. Veut pas, on ne peut pas seulement, évidemment, planter des essences qui vont rapporter le plus de profit pour les industriels. Sinon, ces investissements-là vont partir en fumée, ils vont partir dévorés par la tordeuse. Donc, veut pas, il faut s'assurer qu'il y ait dans les cibles, il y ait aussi des cibles où on a de la sylviculture qui permet de planter des essences de feuillus, des essences nobles qui va permettre de rendre la forêt plus résiliente. Là. Intéressant. Je reviens à toi, Fabien. Parce que tu as parlé, ça nous prend un plan. Il faut arrêter de dire il faut le faire, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de précision? Juste nous imaginer quelques gestes qu'on peut poser assez rapidement pour justement mieux planifier puis organiser les travaux sylvicoles? Je vais faire un peu de pouce sur ce que Jean-Pierre a dit. Je vais mettre de côté le cadre financier, là, puis je vais présenter une vision opérationnelle sur le terrain. Un des problèmes qu'on donne à l'industrie forestière, c'est qu'on a un mauvais casting. Il y a des gens qui ont des rôles qu'ils ne devraient pas avoir, puis on leur demande de jouer un double ou un triple rôle. Je m'explique. Mon président a dit à la ministre de prendre les travaux sylvicoles, la planification dans la forêt, puis la sortir du ministère, c'est une bonne idée. C'est normal, le gouvernement ne doit jamais être un opérateur. Le rôle du gouvernement, allez voir n'importe quel économiste, il va vous dire, c'est pas son rôle. De donner la planification et la récolte aux industriels avec un processus d'harmonisation, de consultation, c'est juste la logique. On doit faire la même chose. On doit créer une vraie industrie de l'aménagement où son rôle va être de produire du bois de qualité et en quantité, tout en respectant la biodiversité et les écosystèmes. Il y a moyen de le faire. La façon qu'on le voyait, c'est que les industriels vont faire le planif, le récolte.
les entreprises sylvicoles vont faire le planif, leur école. On met un intégrateur en haut. Un intégrateur qui va intégrer les soucis de tout le monde. Bon, autochtone, les communautés, tout le côté écosystème, le côté biodiversité. Et là, son rôle va être de produire du bois. C'est un peu à mi-chemin avec ce que M. Beauregard propose, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut revoir le casting. Parce que là, on revient en arrière, comme Geneviève l'a dit, on redonne à l'industrie l'aménagement, mais ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de transformer et de récolter et de gérer ses usines. C'est normal, c'est pas dans sa priorité. On lui donne un rôle qui va essayer de jouer du mieux qu'il peut, mais c'est pas. On le met dans une situation où on va encore lui tirer des tomates. Puis il faut donner les rôles à chacun. Je pense que l'expertise dans les 10 dernières années est dans les entreprises sylvicoles. Il faut, si on veut avoir une sylviculture, puis aménager nos forêts pour produire plus de bois, c'est incontournable de fragmenter ça et de donner l'aménagement aux entreprises. Je suis intéressé à avoir la perspective de Geneviève là-dessus, qui est dans une entreprise, dans l'industrie et dans une entreprise en tant que telle. Comment tu rebondis à ce que Fabien vient de dire? Bien, c'est ça. Je suis ambivalente dans le sens, l'important, c'est que les responsabilités soient bien définies comme telles. Puis comme Fabien le dit, dans l'exécution, il y a des compétences qui existent dans l'industrie. Là, je parle entrepreneur, industriel, etc. Fait que ce qu'on pense, nous, mes collègues de l'entreprise et tout, c'est que couper et transformer des arbres, c'est noble, mais c'est aussi un privilège d'aménager la forêt. Donc, si les cibles, la stratégie est bien encadrée par le gouvernement, puis qu'il y a des responsabilités de bien définies envers ceux qui doivent l'exécuter, bien, je pense que on va atteindre les objectifs de cette façon-là. Puis, du côté de Fabien, nous autres, on a la vision de dire on a un territoire, tant qu'à rentrer là pour aller récolter les arbres, faisons la réflexion tout de suite par rapport à la remise en production. On a proposé, lors de la période là, de récupération des bois de feu en 2023, là, c'était la catastrophe, il fallait se dépêcher à aller récupérer les bois. Mais on a dit, pourquoi pas faire des plans généraux, des plans spéciaux de récupération de bois de feu qui intègrent toutes les étapes. Là, ça pressait d'aller récupérer le bois brûlé, mais pourquoi pas réfléchir tout de suite aux zones qui nécessitaient plus d'attention, là, les accidents de régénération, tout ça. On a peut-être laissé des forêts jeunes de côté qui ont été brûlées, qu'il aurait fallu aménager, passer avec nos machines en territoire. Bien là, ça aurait été confié à l'industrie avec une obligation de ne pas juste aller récolter, de prévoir tout de suite les étapes de remise en production, avec le cadre financier en arrière de ça. Dans le fond, prévoir les travaux, payer la redevance. Mais si on fait un travail d'aménagement forestier, il faut que ça soit rémunéré, ça aussi, pour que ça soit viable. Donc, si tout ça aurait été réfléchi au départ, moi, je pense qu'on aurait eu un meilleur succès qu'aujourd'hui. Là. Il y a déjà des choses qui ont été pensées là, dans le gouvernement au niveau de Rex-Forêt là, pour remettre en production ces zones-là. Mais moi, je pense que si c'est vu dans un ensemble, bien, je pense qu'on pourrait y réussir. Puis je pense qu'au bout du compte, quand on va parler plus tard aujourd'hui de transition, qui aura un rôle dans les travailleurs forestiers, forêts ou usines, bien, ça va se faire tout seul. Là, les emplois qui vont être disponibles pour exécuter ces travaux-là vont exister encore, mais l'entité qui va le gérer, bien, là, on trouvera la solution, tout le monde ensemble aujourd'hui, là, sur comment on pourrait... Aujourd'hui, on va commencer à essayer de trouver la solution. Mais merci pour ça, Geneviève. J'aborde un peu, Jean-Pierre, la question des coûts. On parle d'intensification, de sylviculture intensive, mais puis je sais que tout à l'heure, Fabien a dit, je mets de côté la question financière, mais elle est quand même importante, la question financière. Est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre de grandeur des coûts qui sont associés à ça, puis aussi un lien avec la superficie sur laquelle on peut faire ça? Oui, ça, c'est l'autre éléphant dans la pièce, là, dont on ne parle pas souvent. Mais quand j'ai dit tantôt, ça prend un plan structuré qui répond à des objectifs. On parle beaucoup d'intensification de la sylviculture pour augmenter les rendements sur une certaine portion du territoire. C'est une bonne idée, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors, être capable de faire ça sur 30 du territoire, là, 30 du territoire, là, c'est 12,6 millions d'hectares. C'est grand comme les 3 provinces des Maritimes. C'est énorme. Mais si on voulait faire de la sylviculture intensive là-dedans,
en même temps qu'on répond à nos autres objectifs, parce qu'on a d'autres objectifs. On a 350 000 hectares de forêt qui ne se sont pas régénérés après les feux. Ça coûterait à peu près 1,2 milliard de dollars juste pour réparer ça. On a des coupes qu'on appelle les coupes avec protection de la régénération qui sont envahies par la végétation compétitive puis qui ne donneront pas les résultats qu'on attend si on ne fait pas des travaux d'entretien. C'est un autre besoin. Alors, qu'est-ce qui reste pour la sylviculture intensive? Il faut en trouver pour faire ça aussi. Mais si on voulait faire 30 à 12,6 millions d'hectares, ça coûterait au bas mot 1 milliard de dollars par année. Il faudrait multiplier par 3 puis peut-être par 4 le budget sylvicole. Alors, est-ce que c'est réaliste? Bien là, il faut se poser la question, puis il faut avoir le débat sur une base factuelle, rigoureuse, pas lancer des chiffres en l'air. Puis si on est capable de faire 5 de sylviculture intensive, puis c'est à peu près ça qu'on serait capable de faire si on mettait un effort plus grand un peu, on serait probablement capable de faire de 5 de sylviculture intensive. Commençons par ça. Donnons-nous un cadre financier qui permet de le faire. Mais augmenter significativement les budgets sylvicoles tant aussi longtemps que c'est l'État qui paye, oubliez ça, là. Il va falloir trouver une façon de financer. J'arrête là. Merci, Jean-Pierre. Je ferai pivoter un peu la conversation sur les notions d'aménagement écosystémique. Alissane, on a vu qu'il y a eu certaines modifications dans la loi à la définition. Pour toi, Alissane, pourquoi on doit maintenir cet engagement envers l'aménagement écosystémique qui a été introduit comme outil principal d'adaptation face au changement climatique, mais pas que? Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit maintenir ça? Oui. Bien, d'abord parce que pour la raison pour laquelle le gouvernement cherche à venir dénaturer la définition d'aménagement écosystémique, c'est sur des prétextes falsifieux, finalement. Ce n'est pas des bons prétextes. On dit la forêt, si elle est aménagée en aménagement écosystémique, c'est parce qu'elle va recréer la forêt du passé. Et cette forêt-là n'existe plus ou elle n'existera plus avec la crise climatique. Alors, on doit changer cet aménagement-là. Mais ce n'est pas vrai. L'aménagement écosystémique, c'est de recréer la forêt naturelle le plus possible. De la façon qu'on aménage la forêt, on s'assure de respecter les processus de régénération naturelle, par exemple, la structure aussi, les fonctions des écosystèmes. Bref, on se base sur ces processus naturels de résilience, de régénération. C'est ça qui est beaucoup moins cher et ça, c'est ce qui la rend justement plus résiliente. Donc, il y a possibilité d'adapter le concept d'aménagement écosystémique pour qu'elle réponde finalement aux défis de la crise climatique. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, finalement. Il faut s'assurer que sinon, ça va nous coûter excessivement cher et on va juste appauvrir de plus en plus les forêts comme c'est le cas actuellement. Donc, au final, c'est tout le monde qui va être perdant, mais on aura assurément un profit à court terme. Puis M. Laplante l'a bien expliqué, un petit feu au début, des profits à court terme qui vont être possibles parce qu'on va aller chercher, veut pas, plus de bois. De cette façon-là, si on vient un peu retourner en arrière sur les concepts d'aménagement écosystémique, mais dans les faits, ce sera vraiment un appauvrissement. Puis là, c'est les travailleurs et travailleuses qui vont en écoper, c'est la biodiversité aussi, les autres usagers du territoire. Là. Merci. Oui, Jean-Pierre, tu voulais rebondir là-dessus? Juste un petit complément, juste insister sur un aspect qu'Alissane a dit. Est-ce qu'on a les moyens de se passer de la forêt, des mécanismes naturels de résilience face au changement climatique? Vous savez, la forêt boréale a été exposée au 19e siècle à des cycles de feu beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Elle est encore là. Comment ça se fait qu'elle est encore là? Il n'y avait pas personne pour aller planter, là. Elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de se régénérer toute seule si ces mécanismes naturels sont encore actifs. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas nuire. D'abord protéger ces processus naturels-là. Puis ensuite, là, on peut penser qu'on peut intervenir, mais ça va être secondaire à cause des moyens faibles qu'on a pour un grand territoire. Mais l'aménagement écosystémique, ça veut dire d'abord ne pas nuire face au changement climatique. Parlant de changement climatique, là, je me dirige plus vers toi, Geneviève. On a vu l'impact dévastateur des feux de forêt en 2023, puis particulièrement dans le nord-ouest du Québec, là où le chantier est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux intégrer la gestion de risque liée à la planification des opérations d'aménagement? Comment tu vois ça? Puis tu es
on va dire, dans une région où c'est un enjeu là, qui est majeur. Oui, on l'a vécu directement. Bien, quand vous dites la gestion des risques en opération des aménagements, mais là, j'amènerais le volet que le forestier en chef a soulevé là, lors de différentes présentations, c'est de bien planifier un réseau routier permanent pour pouvoir protéger notre forêt adéquatement aussi. Puis la question de la gestion du réseau routier, on va peut-être en parler plus tard là, dans d'autres panels aussi, mais je la trouve importante sur plusieurs volets qu'on va discuter, que ce soit autant en effort sylvicole, autant en maintien de l'aménagement écosystémique. Souvent, quand on veut planifier ce qu'on laisse, planifier, dans le fond, le zonage adéquatement, il faut d'abord regarder notre réseau routier primaire permanent, puis se donner les moyens, puis l'entretenir. Donc ça va permettre de mieux contrôler, dans le fond, si on a besoin d'intervenir pour venir protéger nos forêts ou réagir là, avec la SOPFEU, par exemple. Mais en complément à ça, il a été question aussi, par différents spécialistes scientifiques aussi, d'intégrer des barrières coupe-feu avec du feuillu. Donc ça, peut-être le voir dans une perspective d'avenir, revenir en arrière pour arranger des chemins là, qui n'ont pas de feuillu encore, mais peut-être le voir dans une perspective future d'intégrer davantage des essences mélangées dans nos peuplements. Il a été question aussi que du fait d'avoir de la mixicité dans nos peuplements, créer une forêt plus productive aussi et d'autant plus résiliente. Donc ça, c'est des aspects. Donc, le réseau routier permanent, notre colonne vertébrale pour aménager les territoires, ajouter des essences feuillues, peut-être pour venir créer des barrières coupe-feu. Je pense que ça serait des solutions potentielles actuellement là, pour s'adapter au changement climatique. Là, du point de vue opérationnel, je parle. Mais au niveau stratégie, il faut regarder aussi la diversification des essences, parce que, encore là, il y a le concept de régionalisation que le projet de modernisation amène. Si on parle de la région de l'Outaouais, comment on intègre cette gestion de risque-là est différente que si on est au nord du Québec ou sur la Côte-Nord, par exemple. Donc là, j'ai touché à plusieurs points en vous parlant, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais tout est dans tout. On s'entend. Puis, je veux dire, quand on parle d'aménagement, de planif, de sylviculture, je veux dire, on voit que tout est interconnecté. Puis, en tout cas, ce que je retiens, c'est que ça prend un plan d'ensemble, ça prend des budgets conséquents. Puis, il faut faire des choix sur nos priorités parce qu'on ne peut pas tout faire. Puis, il faut préserver cette capacité de résilience naturelle que nos forêts ont, qui nous a bien servi. Mais qu'on ne doit pas mettre à mal, particulièrement dans un contexte de changement climatique où là, on risque d'en perdre. Puis ça m'amène un petit peu peut-être à aborder un dernier élément avec vous avant d'ouvrir à la salle. La question de l'appauvrissement de nos forêts, la question de la restauration de la valeur de l'œuvre de bois. Puis là, allez-y, je vois que tu as le micro, Alissane, je vous donne la parole aux quatre. Je sais que moi, j'entends, il y a des gens qui me disent, écoute, de quoi tu parles, l'appauvrissement? Il n'y en a pas. Il y en a plein. Il y en a plein de bois. Il y en a d'autres qui me disent, attention, là, on fait face à un appauvrissement, puis sur papier, on a des fois des possibilités qui ont une rentabilité extrêmement hasardeuse ou incertaine. J'aimerais vous entendre là-dessus, sur cette question-là. Ça semble faire polémique un peu. Bien, dans les faits, c'est officiel qu'il y a un appauvrissement. M. Laplante le dit, les diamètres sont de plus en plus petits. Oui, excusez-moi. Je pense que j'ai dit Laplante aussi tantôt, désolé. Donc, M. Beauregard, oui, les diamètres sont de plus en plus petits, puis les distances sont toujours de plus en plus longues à parcourir pour aller chercher des peuplements rentables. Donc, ça, c'est indéniable. Mais on a aussi des indicateurs écologiques qui nous montrent que la forêt s'appauvrit, puis notamment, j'ose parler du caribou. On ne peut pas en parler trop fort, mais dans les faits, le caribou, c'est le canari dans la mine. C'est un indicateur de la santé de la forêt. Et si le caribou décline, c'est parce que l'état de la forêt décline aussi. Veut pas, si on a une biodiversité qui décline, on a tous les services que la forêt nous rend aussi qui déclinent, les services de purification de l'eau, de l'air, de résilience face aux événements climatiques extrêmes, tous les autres usages que la forêt nous fournit aussi, si on pense aux EC, aux pourvoireurs, aux chasseurs-pêcheurs, bref, les gens qui utilisent le territoire, les villégiateurs, les Premières Nations, toutes ces personnes-là viennent affecter aussi si les écosystèmes forestiers sont appauvris. Et là, c'est là que, justement, quand, toi, Simon, Alexandre, les syndicats, vous avez tendu la main aux groupes environnementaux, dont nous, Nature Québec, et qu'on s'est entendu, OK, présentement, les forêts s'appauvrissent, ça appauvrit les travailleurs, travailleuses, et ça appauvrit la biodiversité. Voilà le point sur lequel on s'entend. Là, après ça a été le début d'une super collaboration où est-ce qu'on peut travailler ensemble, justement, et on peut montrer au gouvernement que
que c'est pas vrai qu'il faut absolument opposer les travailleurs, travailleuses et les écologistes, comme ça nous a été fait depuis des années et des années. Là, on était toujours, c'est soit on protège les emplois, soit on protège le caribou, soit on protège les emplois, soit on crée des aires protégées. On peut pas faire les deux. C'est pas vrai. C'est un faux dilemme que le gouvernement entretient finalement. C'est pour qu'on ne se joigne pas ensemble, finalement, qu'on ne joigne pas nos forces. Bon, peut-être un peu conspirationniste de penser ça, mais dans les faits, c'est vrai. Où est-ce qu'on est tellement plus forts réunis ensemble, puis c'est là que le cœur est là, c'est cet approvisionnement des forêts-là, la façon que notre forêt, elle est gérée, aménagée. Et on a avec la modernisation du projet de loi, où est-ce qu'on va venir accentuer ce problème-là, plutôt que de le régler. Et donc, on aura, oui, des profits importants à court terme pour certains industriels, mais rapidement, on aura après ça des emplois qui vont continuer de se perdre de façon accélérée. On aura la biodiversité qui va continuer de décliner. Bref, comme il l'a dit M. Brogard, on va foncer dans le mur juste plus vite. D'où toute l'importance de continuer à travailler ensemble et s'assurer qu'on n'essaie pas de nous opposer, travailleurs, travailleuses et écologistes. Là. Très clair. Fabien? Deux choses. Changement climatique, bien souvent, les gens n'en parlent pas d'un côté positif. C'est le réchauffement de 1 ou 2 degrés à la grandeur du Québec. Je vais prendre le Québec. C'est peut-être des opportunités. 2-3 semaines de plus de croissance pour les arbres. Il n'y a pas seulement des contraintes, il y a des opportunités à saisir. Je ne suis pas le spécialiste, mais c'est juste le gros bon sens qui dit que plus j'ai de semaines où ce que l'arbre va pousser, il devrait être plus gros. C'est une opportunité peut-être à saisir. On plante du pain jaune, c'est ça? Non, les mêmes essences. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Là. Ailleurs, là, ils ont le même, puis ils sont juste mieux adaptés, puis ils ont saisi les opportunités. Alors, on n'a pas dit « Oh, misère, oh, malheur, les changements climatiques ». Ils ont dit non, il y a des opportunités à saisir, et ils les ont saisies. Excusez-moi. L'appauvrissement, essentiellement au Québec, c'est parce que le bon traitement ne se fait pas au bon endroit, dans le bon moment, dans le temps. Notre pire ennemi au Québec, c'est le temps. Le temps, parce qu'on prend trop de temps pour scarifier après la récolte, on prend trop de temps pour reboiser après la préparation de terrain, et on prend trop de temps, si on le fait, je dis bien si on le fait, entretenir les plantations. Quand on regarde une région, puis au Québec, là, il y a des exemples qui se donnent. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ils coupent. Un an plus tard, ils ont scarifié. Un an plus tard, c'est reboisé. Un an plus tard, ils vont aller le voir, puis dans la majorité des temps, des cas, ils vont dégager la plantation. Puis regarder les rendements qu'ils ont. Ailleurs, bien souvent, on attend 2-3 ans. Là, on va aller scarifier dans de la fardoche qu'on se perd. On attend encore 2-3 ans. On va aller reboiser dans cette même fardoche-là qui a repoussé encore. Des fois, il faut même retourner scarifier. Fait que, une meilleure planification va avoir ça ne réglera pas le cadre financier que Jean-Pierre parlait, mais il va avoir sûrement un gain d'efficacité là. C'est pour ça que je dis tantôt, au début, j'ai parlé du casting. Les gens de terrain, ils le voient. Mais moi-même, de ma tour d'ivoire de Québec, je ne vois pas ça. Il faut qu'ils m'amènent sur le terrain dans les régions pour que je puisse le constater. Mais je pense que le bon traitement au bon endroit, au bon moment, si on raccourcit ces périodes-là, ça va donner du bois de meilleure qualité et en plus grande quantité. Rapidement, Jean-Pierre et Geneviève, le mot l'affaire, afin qu'on ouvre la salle. Oui, je veux juste dire que la question de l'appauvrissement, Robert nous en a parlé tantôt, du petit bois loin. On peut rajouter un paquet d'autres facteurs, pas juste ces deux-là, qui font que du bois est disponible, mais pas financièrement accessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller le récolter sans manger nos bas. On a eu plusieurs avertissements. La commission Coulombe, Robert en avait parlé dans son rapport. Gérard Charaz, en tant que forestier en chef, avait fait un rapport. Récemment, dans la capitale nationale, il y a eu un projet pilote qui montrait qu'on s'en allait dans le mur avec la question de l'accessibilité financière. Et on n'entend pas parler, le gouvernement ne semble pas s'occuper de ça. Et moi, je vous dis, cette question-là, c'est au moins aussi important que le suivi sur le volume puis les possibilités. C'est au moins aussi important. Alors, c'est capital qu'on soit capable de faire des diagnostics dans chacune des régions pour être capable ensuite d'apporter des correctifs. Merci. Geneviève, voulais-tu le mot de la fin? Bien, peut-être par rapport à un diagnostic par région. Tu sais, avant de venir au panel, j'ai parlé à quelques personnes, puis je disais l'appauvrissement des forêts. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Fait que là, j'ai bien compris avec l'explication
ma collègue ici à côté. Dans le fond, ce que j'entends là, des intervenants, appauvrissement dans le sens de toutes les valeurs de la forêt aussi. Mais je pense qu'on peut quand même démontrer là, des approches collaboratives qui ont été faites. Là. On a un exemple ici de notre entreprise au nord de la Sarre, puis tu as aussi l'exemple de Chantier-Chibougamau dans le nord du Québec. Les arbres étaient petits. Chibougamau, on s'est retroussé les manches. On dit qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ce bois-là? Donc, il y a eu des idées qui ont émergé de ça. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier, on parle de petits diamètres, mais il faut penser avec quel territoire on travaille. Fait que c'est pour ça que je trouve que le projet de loi qui est sur la table en ce moment ouvre la porte aux réalités régionales et locales. Donc, selon la situation de la forêt avec laquelle on travaille, il faut adapter les solutions en conséquence. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais l'exemple que je voulais donner au nord de la Sarre, c'est qu'il y avait des territoires qui étaient moins intéressants économiquement, mais on a travaillé tout de suite à trouver des solutions pour le caribou forestier au nord de la Sarre, puis c'est là qu'on a développé une approche en disant qu'est-ce qui est moins bon pour l'utilisation du sciage, par exemple, qui pourrait être bon pour le caribou. Bien là, on a travaillé autour de ces territoires-là, puis progressivement, on a trouvé des solutions. Puis, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Ça a été fait de façon progressive. Fait que là, j'amènerais l'idée de l'aménagement adaptatif aussi. À un moment donné, tu progresses, puis tu te dis comment est-ce qu'on peut améliorer là, l'idée là, pour puis axer combiner. sur une nécessaire concertation, puis exact, un dialogue que vous dialogue, avez exactement. Carte sur table. Si on n'est pas capable d'y aller, si on devrait le faire, ça ne devrait pas faire partie de la possibilité forestière. Je ne sais pas, elle est sûrement quelque part dans la salle. On a Marie-Ève Sigouin qui nous a parlé. Je sais qu'on a aussi Pierre-Luc Boudreau de la SNAP Québec qui est là aussi, qui a participé à ça. Mais c'est un exemple pour venir par rapport à l'appauvrissement, là, que je voulais dire, moi, on est fiers du résultat que ça a donné. Puis l'usine fonctionne encore, puis le bois continue de pousser. Puis on peut faire de l'intensification en plus de ça, tout simplement. Merci Geneviève. Bien, écoutez, il y a 3 micros dans la salle. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'intervenir, de faire des commentaires, de rebondir sur ce que nos panélistes ont dit. Puis moi, je veux aussi laisser l'occasion aux panélistes de répondre à ce qui va être dit dans la salle. Donc, je vous demanderai quand même de garder vos interventions le plus bref possible. On a peut-être une vingtaine de minutes devant nous. Alors, premier micro. Merci.